Burlington, Vermont. L'hiver est tardif cette année, une constante depuis la fin de la guerre. La neige a recouvert la maison et les champs voisins. Les arbres qui bordent la rivière sont figés par le gel. Un paysage calme et apaisant, très différent de l'homme qui m'accompagne. Il insiste pour que je l'appelle le cinglé. Tout le monde m'appelle comme ça, alors pourquoi pas vous? Il avance à grande foulée, d'un air décidé. Sa femme et le docteur lui ont offert une canne, mais il ne s'en sert que pour fendre l'air. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment été surpris quand on m'a nommé vice-président. Tout le monde savait qu'on n'éviterait pas la coalition. Moi, j'étais ce qu'on appelle une étoile montante de la politique. Du moins jusqu'à ce que je m'autodétruise. C'est bien ce qu'on disait de moi, pas vrai? Tous des trouillards et des hypocrites. Ils crèveraient sur place, plutôt que devoir exprimer vraiment ce qu'ils pensent. Je n'étais pas très diplomate, et après, moi au moins, je disais ce que je pensais, et je n'avais pas peur de le clamer haut et fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a choisi comme copilote. Qu'est-ce que vous croyez? Et on a fait une super équipe. Lui, c'était la lumière, et moi, la chaleur. Des partis différents, des personnalités différentes. Et ne nous voilons pas la face, des couleurs de peau différentes. Je sais bien qu'on ne m'avait pas choisi d'entrée de jeu, tout comme je sais qui mon parti souhaitait désigner à ma place. Mais l'Amérique n'était pas encore prête à aller aussi loin, aussi infecte, stupide et furieusement préhistorique que ça paraisse. Il préférait encore une grande gueule pour VP plutôt qu'un de ces gens-là. Bref, ma nomination ne m'a pas surpris. C'est le reste qui m'a étonné. Vous voulez parler des élections? Les élections? Honolulu ressemblait encore à un asile de fous. Des soldats, des députés, des réfugiés, tous à se cogner les uns aux autres pour trouver de quoi manger, un endroit où dormir, ou tout simplement comprendre la nature de tout ce bordel. Et encore, c'était le paradis comparé au continent. La ligne des Rocheuses venait tout juste d'être établie. Tout ce qui se trouvait à l'ouest était considéré comme un champ de bataille. Pourquoi m'emmerder à organiser des élections alors que le Congrès peut voter des pouvoirs étendus? Et l'état d'urgence? Le ministre de la Justice avait tenté le coup quand il était maire de New York. Il avait bien failli réussir d'ailleurs. J'ai expliqué au président qu'on ne disposait ni de l'énergie ni de ressources suffisantes pour nous consacrer à autre chose que survivre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, disons que c'est lui qui a réussi à me convaincre. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, mais je ne veux pas déformer ces mots. Mes vieux neurones ne sont plus aussi efficaces qu'avant. Essayez quand même. Vous vérifierez dans les livres d'histoire? Promis. Eh bien, nous étions dans son bureau temporaire, la suite présidentielle d'un grand hôtel. Il venait tout juste de prêter serment à bord de l'Air Force Two. Son ancien patron était sous sédatif, dans la suite d'à côté. De notre fenêtre, on voyait le chaos dans les rues. Les bateaux qui s'apprêtaient à accoster, les avions qui arrivaient tous les 30 secondes, et les équipes qui les dégageaient de la piste le plus vite possible pour faire des places aux autres. Je montrais tout du doigt en gesticulant et en criant avec la hargne qui m'a rendu célèbre. Il nous faut un gouvernement stable et vite. Je n'arrêtais pas de marteler. Les élections, c'est bien joli, mais on n'a pas le temps de jouer les idéalistes. Le président, lui, restait calme. Beaucoup plus calme que moi. Sans doute son entraînement militaire. Il m'a dit « Au contraire, c'est exactement le moment de jouer les idéalistes. C'est tout ce qui nous reste. Nous ne nous battons pas seulement pour survivre en tant qu'individus. Nous nous battons pour que la civilisation survive. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de nous comparer comme les piliers du vieux continent. Nous n'avons pas d'héritage commun. Nous n'avons pas 1000 ans d'histoire. Tout ce que nous avons, ce sont les promesses et les rêves qui nous lient les uns aux autres. » Il fait visiblement un effort pour se rappeler. Tout ce que nous avons,
C'est la volonté de devenir ce que nous voulons être. Vous voyez où il voulait en venir, hein? Notre pays existait uniquement parce que les gens y croyaient. Et si nous n'étions pas assez forts pour surmonter la crise, alors quel espoir nous restait-il? Il savait parfaitement que l'Amérique avait besoin de son César. Mais un César au pouvoir entraînerait la fin de l'Amérique. Tout simplement. On dit que les grandes époques font les grands hommes. Moi, je n'y crois pas. J'ai eu ma part de faiblesse, et les magouilles sordides, je connais. Des gens auraient pu relever le défi, mais ils n'ont pas pu, ou pas voulu. Avarice, peur, stupidité, haine. J'ai vu tout ça avant la guerre, je le vois encore aujourd'hui. Mon patron était un homme exceptionnel. On a eu un sacré coup de bol de l'avoir. Tout cette affaire d'élection, ça a vraiment donné le ton du gouvernement. Le président faisait tellement de propositions farfelues, en apparence seulement. Quand on creusait un tout petit peu, on apercevait sa logique derrière. Une logique imparable. Prenez les nouvelles lois sur la répression, par exemple. Ça m'a vraiment retourné. Mettre les gens au pilori, les punir en place publique. On était où, là? Au XVIIe siècle, à Salem? En Afghanistan sous les talibans? Un truc de barbare profondément non-américain, tant qu'on n'envisage pas les autres possibilités. Qu'est-ce qu'on allait faire de ce voleur et des pillards? Les mettre en prison? Pourquoi faire? Pouvions-nous réellement nous permettre de former des citoyens physiquement aptes à nourrir, à habiller et à surveiller d'autres citoyens tout aussi physiquement aptes? Et pourquoi dissimuler les condamnés alors qu'ils peuvent servir d'exemple? Oui, bien sûr, il y avait la peur de la douleur, le fouet, la baguette, mais tout ça, ce n'était rien comparé à l'humiliation publique. Les gens étaient terrorisés à l'idée de voir leurs crimes révélés à tout le monde. À une époque où tout le monde s'entraidait, se filait régulièrement des coups de main, travaillait du concept pour se protéger les uns les autres. La pire chose qu'on pouvait faire à quelqu'un, c'était le traîner en place publique avec une pancarte j'ai volé le stock de bûches de mon voisin accroché autour du cou. La honte est une arme très puissante. Mais pour ça, il fallait que tout le monde joue le jeu. Personne n'est au-dessus des lois. Et voir un sénateur se prendre 50 coups de fouet pour avoir profité de la guerre a fait davantage contre la criminalité que si on avait posté un flic à chaque coin de rue. Croyez-moi. Oui, bien sûr, il y avait les détenus. Mais ces types étaient des récidivistes à qui on avait maintes fois donné une chance. Si je me souviens bien, le ministre de la Justice avait proposé qu'on les largue en pleine zone contaminée, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes, avec le risque permanent qu'il représentait pour la communauté. Le président et moi on s'y opposait. Mes objections étaient d'ordre éthique, les siennes d'ordre pratique. On était encore sur le sol américain quand même. Contaminés, certes, mais bientôt libérés. La dernière chose dont nous avons besoin, a-t-il dit, c'est de tomber sur un de ces ex-dollars autoproclamés nouveau seigneur de la guerre du luth. Au début, j'ai cru qu'il déconnait. Plus tard, j'ai appris que ça s'était bel et bien produit dans d'autres pays. D'anciens criminels condamnés, des sortes de fiefs, souvent isolés, même parfois puissants. Là, j'ai compris. La balle n'était pas passée loin. Les détenus ont toujours représenté un problème chez nous, politiquement, sociologiquement et même écologiquement. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre face à ceux qui refusaient de jouer sagement avec les autres? Vous en avez exécuté certains? Oh, seulement dans des cas extrêmes. Sédition, sabotage, tentative politique de sécession. Les zombies n'étaient pas nos seuls ennemis, du moins au début. Les fondamentalistes religieux? Oh ça, on avait déjà donné, comme tout le monde, pas vrai? Pas mal d'entre eux croyaient que
nous tentions de nuire à la volonté divine, d'une manière ou d'une autre. Il glousse. Désolé, je devrais parfois me montrer un peu plus sensible, mais honnêtement, vous pensez vraiment qu'une bande de flics de l'Arizona pourrait bousiller tout le super plan du créateur suprême de l'univers infini? Il chasse cette pensée de la main. Les médias leur accordent beaucoup trop d'importance. Tout ça parce que l'autre taré a essayé de tuer le président. En fait, ils sont surtout dangereux pour eux-mêmes. Voilà la vérité. Tous ces suicides collectifs, ces meurtres d'enfants, par charité, à Medford. C'est l'affaire, ça. Pareil avec les écologistes radicaux. Eux, c'est la version extrême gauche du fondamentaliste. Comme les morts-vivants ne consomment que de la viande, pas de plantes. Ils croient dur comme fer que Dieu préfère les plantes aux animaux. Ils nous ont causé quelques problèmes, ceux-là, quand ils ont floqué de l'herbicide dans un réservoir municipal d'eau potable, ou quand ils ont piégé les arbres que les bûcherons devaient abattre pour soutenir l'effort de guerre. Ce genre d'éco-terrorisme, ça fait la une des journaux, mais ça ne menace jamais vraiment la sûreté nationale. Les rebelles, par contre, vous savez, les sécessionnistes, armés et politiquement très organisés, ça, c'était du sérieux. Et c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai vu le président inquiet. Jamais il ne l'avait avoué, évidemment. Pas avec son vernis diplomatique et sa constante dignité. En public, il traitait les problèmes comme un autre. La répartition des routes ou le rationnement de la nourriture. Mais en privé, par contre, les trucs qu'il disait, il faut les éliminer au plus vite et par n'importe quel moyen. Il parlait évidemment de ceux qui résidaient dans les zones sécurisées de l'Ouest. Soit ces tarés avaient une dent contre la politique du gouvernement, soit ils préparaient leur sécession depuis longtemps, et ils se servaient de la crise comme prétexte. C'étaient eux, les ennemis de la nation, le mal absolu que ceux qui jugent de défendre leur pays mentionnent toujours dans leurs discours. On n'a pas eu à réfléchir 2 fois sur la marche à suivre. Mais les sécessionnistes, à l'est des Rocheuses, certains assiégés dans des zones isolées, là, ça c'est sérieusement compliqué. Pourquoi? Vous savez ce qu'on dit. Nous n'avons pas abandonné l'Amérique. C'est elle qui nous a abandonnés. Il y a du vrai là-dedans. On les a laissés tomber. Oui, bien sûr. Quelques volontaires des forces spéciales sont restés sur le terrain et ont essayé de les ravitailler par bateau ou par avion. Mais d'un point de vue strictement moral, ces gens ont été abandonnés. Point. Je ne peux pas décemment leur en vouloir. Personne ne le peut. Alors pourquoi, lorsqu'on a commencé à récupérer les territoires perdus, on a donné à chaque esclave sécessionniste une chance de se réintégrer pacifiquement? Mais il y a eu des violences. J'en fais encore des cauchemars. Bolivar, les Black Hills, tous ces endroits-là. Jamais les vraies images, vous savez. La violence ou ses conséquences. Je ne vois que mon patron, cet homme si grand et si vif, qui devient chaque jour plus malade et plus faible. Il avait tellement souffert, il a porté un fardeau si lourd. Vous savez qu'il n'a jamais cherché à savoir ce qui est arrivé à sa famille en Jamaïque? Il n'a même jamais posé la question. Tout ce qui comptait à ses yeux, c'était l'avenir de la nation. Il était déterminé à sauver les rêves qui l'avaient construite. J'ignore si les grandes époques font les grands hommes, mais je sais qu'elles les tuent. Wenatchee, État de Washington. Le sourire de Joe Muhammad est aussi large que ses épaules. Il est propriétaire d'un atelier de réparation de bicyclettes et passe l'essentiel de son temps libre à faire de la sculpture avec des morceaux de métal fondu qu'il transforme en œuvres d'art d'une grande délicatesse. Sa création la plus célèbre reste sans doute la statue de bronze trônant aujourd'hui à Washington, D.C., le monument aux milices de quartier qui représente 2 citoyens, dont un en chaise roulante. La fille du bureau de recrutement était plutôt nerveuse.
Elle a essayé de me tirer les vers du nez. Avais-je d'abord contacté un représentant de la NRA? Étais-je au courant des autres travaux de guerre essentiels à la reconstruction? Au début, je n'ai pas compris. J'avais déjà un boulot au centre de recyclage. C'était le but de la milice de quartier, pas vrai? Un boulot bénévole à temps partiel quand on avait fini sa journée et qu'on rentrait chez soi. J'ai essayé de lui expliquer. Il y avait un truc que je ne pigeais pas. Elle a trouvé encore une ou deux excuses foireuses, et puis j'ai vu ses yeux fixés sur ma chaise. Joe est handicapé. Vous le croyez, ça? On avait comme un léger problème d'extinction d'espèces, et elle faisait dans le politiquement correct. J'ai rigolé. Je lui ai ri au nez. Qu'est-ce qu'elle croyait? Que je me pointais ici sans savoir ce qu'on attendait de moi? Elle n'avait pas lu son manuel de survie, cette pauvre conne. Moi, je l'avais lu. Le but des MQ, c'était de patrouiller dans le quartier en marchant, ou dans mon cas, en roulant sur le trottoir et de s'arrêter pour vérifier chaque maison. Si pour une raison ou pour une autre il fallait entrer à l'intérieur, au moins 2 hommes devaient rester dehors. Il pointe son doigt vers sa poitrine. « Hello !» Elle avait qui devant elle? C'est pas comme s'il fallait les chasser en sautant par-dessus les clôtures, en courant dans les jardins. C'est eux qui viennent droit sur nous. Et même, au pire, s'ils se pointent, et qu'ils sont trop nombreux pour qu'on s'en occupe. Et merde. Si je n'étais pas capable de rouler plus vite qu'un zombie, comment j'aurais fait pour m'en sortir jusqu'ici? Je lui ai expliqué mon cas, très clairement et très calmement. Je lui ai même proposé de me donner un seul argument valable qui m'empêche de postuler. Évidemment, elle n'a rien dit. Elle a vaguement marmonné un truc, comme quoi il fallait qu'elle prévienne sa hiérarchie. Et pouvais-je revenir demain? J'ai refusé. Je lui ai dit qu'elle pouvait l'appeler, sa hiérarchie, son directeur et même l'ours. L'ours était le surnom du commandant de programme MQ pendant la première guerre du Golfe. Appeler l'ours en personne, mais que je ne partirais pas d'ici sans ma veste orange. J'ai gueulé si fort que tout le monde m'a entendu. Tous les yeux se sont tournés vers moi, puis vers elle. C'est ça qui l'a décidé. On m'a donné ma veste, et je suis sorti plus vite que n'importe quel autre candidat. Comme je l'ai dit, la milice de quartier patrouille dans le voisinage. On a une tenue quasi militaire. On suit une formation théorique et pratique. Il y a des chefs et des règles précises. Mais on n'a pas besoin de saluer, ni d'appeler qui que ce soit « monsieur ». Enfin, ce genre de conneries, quoi. Il n'y a pas beaucoup de consignes, question armement non plus. On travaillait essentiellement au corps à corps. Des haches, des battes, quelques pieds de biche et des machettes. On n'avait pas encore les lobos à l'époque. Dans chaque équipe, au moins 3 personnes avaient un flingue. Moi, j'avais un AMT Lightning. Vous savez, cette petite carabine semi-automatique de calibre 22. Aucun recul. Comme ça, je pouvais tirer sans avoir à bloquer mes roues. Une bonne arme, surtout quand les munitions ont été standardisées et qu'on en trouvait partout. Les équipes changeaient en fonction de l'emploi du temps. C'était encore un peu le bordel à ce moment-là, avec le destre qui réorganisait partout. Les quarts de nuit étaient les plus durs. On oublie souvent à quel point la nuit est noire sans éclairage public, et aucune maison n'était éclairée. Les gens se couchaient tôt à l'époque, généralement à la nuit tombée, quand il commençait à faire vraiment sombre. Hormis les rares bougies et ceux qui avaient un permis pour utiliser un générateur, ceux qui travaillaient chez eux et dont le boulot était considéré comme prioritaire, les maisons étaient intégralement noires. En plus de lune ou d'étoiles dans le ciel, vu la quantité de merde lâchée dans l'atmosphère, on patrouillait avec des lampes de poche. Des modèles civils de base. Oui. On trouvait encore des piles qu'on enveloppait de cellophane rouge pour optimiser la vision nocturne. On s'arrêtait à chaque maison. On frappait à la porte. On demandait si quelqu'un montait la garde et si tout était OK. Les premiers mois, c'était un peu éprouvant, à cause du programme de repopulation. Il y avait tellement de monde qui sortait des camps
que tous les soirs on tombait sur 10 nouveaux voisins et parfois même un nouveau coloc. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais la belle vie avant la guerre, bien au chaud, dans ma petite banlieue à Stanford. Avais-je vraiment besoin d'une baraque de 900 mètres carrés, de 3 chambres et de 2 salles de bain, d'une cuisine, d'un coin à moi, d'un living room et d'un bureau? Je vivais seule depuis des années, et tout d'un coup, voilà que débarque toute une famille de l'Alabama, comme ça, à 6, avec une lettre du ministère du Logement. Au début, ça fout les nerfs, mais on s'y habitue assez vite finalement. Les Shannon, c'était leur nom, ne m'ont pas gêné. On s'est plutôt bien entendu, et on dort mieux quand quelqu'un monte la garde. C'était la nouvelle réglementation pour chaque maison. On devait tous assurer des tours de garde. On listait les noms, pour vérifier qu'on n'avait pas affaire à des squatteurs ou à des pillards. On vérifiait les cartes d'identité, les visages, et on leur demandait si tout allait bien. En général, ils répondaient que oui, mais parfois, ils signalaient un bruit, et on partait vérifier. La seconde année, quand les réfugiés ont arrêté d'affluer et que tout le monde a commencé à se connaître, on a laissé tomber les listes et les cartes d'identité. Tout était plus calme de toute façon. Mais la première année, quand les flics en étaient encore à se réorganiser et que les zones sécurité n'étaient pas encore complètement pacifiées, il frissonne pour appuyer son propos. Il y avait encore pas mal de maisons vides. Parfois juste abandonnées comme ça, la porte grande ouverte. On avait mis des scellés police sur toutes les portes et toutes les fenêtres. Si on en trouvait un seul arraché, un zombie nous attendait certainement dans la maison. C'était arrivé à plusieurs reprises. Moi, je reste dehors, prête à tirer. Parfois, on entendait des cris, parfois des coups de feu, parfois seulement un gémissement, des bruits de lutte, et puis mon coéquipier sortait avec son arme ensanglantée et une tête coupée à la main. J'ai moi-même dû en descendre quelques-uns. De temps à autre, quand l'équipe se trouvait à l'intérieur et que je surveillais la rue, j'entendais des bruits, des chuchotements, des claquements, quelque chose qui se traînait dans la broussaille. Alors j'allumais la lumière. J'appelais pour vérifier, puis je tirais. Une fois, j'ai failli me faire avoir. On nettoyait une baraque de 2 étages, 4 chambres, 4 salles de bain à moitié effondrées, depuis qu'un type avait eu la bonne idée de traverser la salle à manger avec sa Jeep Liberty. Ma coéquipière m'a demandé si elle pouvait aller pisser un coup. Je l'ai laissé aller dans les forêts. Quel con! Je me suis montré négligent, trop focalisé sur la maison, et je n'ai pas vu ce qui est arrivé derrière moi. Soudain, j'ai senti un coup sur ma chaise. J'ai essayé de me retourner, mais quelque chose a grippé la roue droite. Je me suis tordu comme je pouvais, et j'ai allumé ma lampe torche. C'était un rampant, un de ceux qui ont perdu leurs jambes. Il a grogné depuis le sol en essayant de grimper sur ma chaise. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Ça m'a donné la seconde nécessaire pour ajuster ma carabine. Si j'avais été debout, il aurait pu me saisir la cheville et y mordre un bon coup. Après ça, je n'ai plus jamais baissé la garde. Mais, question problème, on n'a pas eu que des zombies. Il fallait aussi compter avec les pillards. Pas forcément des criminels endurcis, souvent des pauvres types qui cherchaient de quoi survivre. Pareil pour les squatteurs. En général, ça se passait bien. On les ramenait à la maison, on leur donnait ce dont ils avaient besoin, et on s'occupait d'eux jusqu'à ce qu'on puisse les loger correctement. Mais il y avait aussi les pillards professionnels. Des durs, des vrais méchants. C'est la seule fois où j'ai été touchée. Il retire sa chemise et montre une cicatrice circulaire de la taille d'une pièce d'$1 d'avant-guerre. Du 9 mm. Ça m'a traversé l'épaule. Mon équipe l'a fait sortir de la maison. Je lui ai crié de s'arrêter. C'est la seule et unique fois que j'ai tué quelqu'un. Dieu merci. Quand les nouvelles lois ont été votées, la délinquance conventionnelle a pratiquement cessé. Et puis, il y avait les gosses, vous savez, ces mômes qui ont perdu leurs parents, ce qu'on appelle les sauvages. On les trouvait dans les caves, dans les toilettes, sous les lits. Beaucoup venaient de l'Est, souvent à pied. Ils étaient dans un sale état, mal nourris et malades. En général, ils nous fuyaient. Là, je me sentais mal, vous comprenez. Je ne pouvais pas les poursuivre.
Quelqu'un d'autre s'en chargeait et en général, il les rattrapait, mais pas toujours. Mais bon. Le pire, c'était les Kisling. Les Kisling? Ouais, vous savez, tous ces tarés qui pètent les plombs et qui se mettent à agir comme les zombies. Vous pouvez développer? Je suis pas psy, moi. J'y connais que dalle aux termes techniques. Ça ira. Bon, d'après ce que j'ai compris, il existe une catégorie de personnes qui ne peuvent tout simplement pas gérer une situation, du genre marche ou crève. Ce dont ils ont le plus peur les attire irrésistiblement. Au lieu de résister, ils veulent lui plaire, le rejoindre, essayer de lui ressembler. Je crois que c'est le genre de truc qui arrive en cas de rapt. Vous savez, le genre syndrome de Stockholm, Patty Hearst, tout ça quoi. Mais pendant la guerre, quand les gens s'engagent dans l'armée des envahisseurs, des collabos quoi, des Kisling. Parfois pire que les gens qu'ils essaient d'imiter, un peu comme ces fascistes français qui ont suivi Hitler jusqu'au bout. C'est peut-être pour ça qu'on les appelle les Kisling. C'est comme si c'était un mot français en fait. Vidkun Abraham Lauritz Johnson Quisling, le président norvégien installé au pouvoir par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. En anglais, Quisling est passé dans le langage courant et signifie collabo. Mais dans cette guerre-ci, impossible de trouver les collabos. Impossible de lever les mains et de dire « Eh les gars, ne me tuez pas, je suis de votre côté ». Il n'y avait pas de place pour le gris. Soit on était blanc, soit on était noir. J'imagine que certaines personnes n'ont pas réussi à l'accepter. Et ça leur a fait péter les plombs. Ils ont commencé à se déplacer, comme des zombies, à faire les mêmes bruits qu'eux. Certains ont même attaqué des gens pour essayer de les dévorer. C'est comme ça qu'on a découvert le premier. C'était un adulte, la trentaine, sale, l'air halluciné. Il se traînait sur le trottoir. On a cru qu'il était en état de choc, jusqu'à ce qu'il morde un des gars au bras. Un moment atroce. J'ai descendu le type d'une balle en pleine tête, avant de me retourner vers mon coéquipier pour voir comment il allait. Il était ramassé sur le bord du trottoir, jurant et pleurant, sans quitter sa blessure des yeux sur l'avant-bras. Il était condamné à mort, et il le savait. Il était prêt lui-même à faire le boulot. Mais à ce moment-là, on a remarqué que le mec que j'avais descendu pissait le sang. On a regardé ça de plus près, et là, on a constaté qu'il était encore chaud. Si vous aviez vu la tête de notre copain, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un petit cadeau du Seigneur en main propre. Ironie de l'histoire, il a quand même failli y passer. Le faux zombie trimballait tellement de bactéries dans sa bouche que notre coéquipier a eu droit à une chouette septicémie. On s'est dit qu'on avait fait une sacrée découverte, jusqu'à ce qu'on finisse par apprendre que ce genre de truc arrivait depuis un bout de temps en fait. Le CDC n'allait pas tarder à rendre tout ça public. Ils avaient même employé un expert depuis Auckland pour nous briefer sur la conduite à tenir, au cas où on en rencontrerait d'autres. Ça nous a scotché. Vous saviez qu'à cause des Kisling, certains pensent qu'on peut s'immuniser contre les morsures des zombies. C'est aussi à cause d'eux qu'on parle de tous ces médicaments miracles à la con. Réfléchissez. Un type prend du Fanlax et se fait mordre. Mais il s'en sort. Qu'est-ce qu'il va penser d'après vous? À coup sûr, il n'aura jamais entendu parler des Kisling. Ils sont aussi agressifs que les vrais zombies. Parfois même pire. Par exemple? Eh bien, ils ne gèlent pas, par exemple. Je veux dire, ok, ils finiraient par geler si on les exposait au froid suffisamment longtemps, mais en cas de froid modéré. S'ils ont des vêtements chauds, tout va bien pour eux. Ils gardent la forme en se nourrissant de chair humaine. Pas comme les zombies, ils tiennent le coup assez longtemps. Mais on peut les tuer plus facilement, non? Oui et non. Pas la peine de les toucher à la tête, c'est sûr. Poumons, cœur, n'importe où en fait. Et ils finissent par crever. Mais si une balle ne suffit pas à les arrêter,
Ils continuent à s'approcher jusqu'à ce qu'ils meurent pour de bon. Ils ne ressentent pas la douleur? Putain, non. Encore une histoire d'esprit qui prend le dessus sur le corps. Du genre, on est tellement névrosé qu'on arrive à supprimer les connexions nerveuses. Un expert vous parlerait mieux. Continuez. Ok, bon. C'est pour ça qu'on ne peut même pas parlementer avec eux. Ces types sont des zombies. Point. Pas physiquement, d'accord? Disons psychologiquement. Mais impossible de faire la différence. Et encore, même physiquement parfois, c'est compliqué. S'ils sont suffisamment sales, recouverts de sang séché ou malades, les zombies ne sentent pas si mauvais en fait. Pas individuellement, du moins, et pas s'ils sont frais. Comment faire la différence entre un vrai et un faux déjà bouffé par la gangrène? Simple, on ne peut pas. Si encore les militaires nous fournissaient des chiens. Non, nous on passe nécessairement par le test visuel. Les ghouls ne sillent pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles se servent de tous leurs sens indifféremment. Le cerveau ne privilégie pas la vue. Ou peut-être parce qu'elles n'ont pas assez de fluide corporel pour lubrifier les yeux. Qui sait? Mais en tout cas, elles ne sillent pas. Alors que les Kisling, si. C'est comme ça qu'on les repère. Vous reculez de quelques pas et vous patientez quelques secondes. La nuit, c'est plus facile. Il suffit de leur braquer une lampe sur le visage. S'ils ne sillent pas, on les descend. Et dans le cas contraire? Eh bien, nous avons l'ordre de les capturer si possible, et de ne les tuer qu'en cas de légitime défense. Ça a l'air dingue, je sais, mais on en a saucissonné quelques-uns, et on les a bâillonnés et refilés à la garde nationale. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. J'ai entendu des histoires sur Walla Walla. Vous savez, la prison où on en a enfermé plusieurs centaines. On les nourrit, on les habille, on les soigne même. Ils lèvent les yeux au plafond. Vous n'êtes pas d'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ok? Vous pouvez parler politique. Lisez les journaux. Tous les ans, un avocat, un curé ou un politicien lève le lièvre quand ça l'arrange. Moi, personnellement, je m'en fous. Leur sort m'indiffère. Ce qui me désole avec eux, c'est qu'ils ont renoncé à tout et qu'au final, ils perdent quand même. Pourquoi ça? Parce que même si nous, on n'arrive pas à faire la différence, les vrais zombies, eux, ils la font très bien. Vous vous rappelez, au début de la guerre, quand tout le monde essayait de monter les morts-vivants les uns contre les autres? Ils avaient tout un tas de preuves avérées, de témoignages, et même un petit film qui montrait un zombie en attaquer un autre. Des conneries, oui. C'était un zombie qui attaquait un Kisling. Point. Mais impossible de s'en rendre compte sans regarder de plus près. Les Kisling ne crient pas. Ils ne bougent pas non plus. Ils restent là, comme ça, sans même se défendre, à remuer faiblement les bras, bouffés vivants par les créatures auxquelles ils essaient désespérément de ressembler. Malibu, Californie. Pas besoin de photos pour repérer Roy et Elliot. Nous prenons un café dans la forteresse du gué de Malibu, récemment restaurée. Nos voisins de table le reconnaissent immédiatement, mais contrairement aux habitudes d'avant-guerre, ils maintiennent une distance respectueuse. Le SDA, le voilà, mon ennemi. Syndrome de démission asymptomatique. Ou encore, syndrome de désespoir apocalyptique. Ça dépend de la personne avec qui l'on parle. Quel que soit son nom. Il a tué autant de monde le premier mois que la faim, la maladie, les violences et les zombies réunis. Au début, personne ne comprenait ce qu'il se passait. On avait à peu près sécurisé les Rocheuses. On avait assaini les zones blanches, mais on continue à perdre une centaine de personnes par jour. Et je ne parle pas des suicides.
on en avait déjà pas mal. Non, ça c'était différent. Certaines personnes n'avaient que des blessures superficielles ou des maladies facilement guérissables. D'autres allaient parfaitement bien. Simplement, ils allaient se coucher un soir et ne se réveillaient pas. Le problème était d'ordre psychologique. Un cas particulier sévère d'abandon pour ne pas voir le lendemain. Un lendemain qui n'apporterait que de nouvelles souffrances de toute façon. Perdre la foi, perdre la volonté de vivre, ça arrive toujours en temps de guerre, en temps de paix aussi, mais pas à cette échelle. C'était de l'impuissance, ou du moins un sentiment d'impuissance. Je comprenais tout ça très bien, j'avais fait des films toute ma vie. On m'appelait le petit génie, le Wonderkind, celui qui ne se trompait jamais, même si ça arrivait tous les jours, bien sûr. Et puis tout à coup, voilà que je n'étais plus rien, un F6. Le monde partait en couille, et mon immense talent n'y pouvait rien. Quand j'ai entendu parler de la SDA pour la première fois, le gouvernement essayait d'étouffer l'affaire. J'ai dû passer par un contact à Cedar Sinai. Mais quand j'ai su de quoi il retournait, quelque chose a fait tilt, comme mon premier film en Super 8 que j'avais projeté à mes parents. Ça, je pouvais le faire. Je venais de comprendre. Cet ennemi-là, je pouvais le combattre. Et le reste appartient à l'histoire. Il rit. Si seulement. Non, je suis allé voir le gouvernement et ils m'ont ignoré. Vraiment? Pourtant, vu votre carrière, j'aurais pensé que... Carrière? Quelle carrière? Eux, ils voulaient des soldats, des fermiers, du vrai boulot, quoi. Vous vous rappelez? On m'a servi du... Non, désolé, pas question. Mais je peux avoir un autographe? Mais bon, je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, le reste n'existe plus. J'ai expliqué au type de Derstre que ça ne coûterait pas $1 à l'oncle Sam, que je me servirais de mon propre équipement, de mon propre staff. Tout ce dont j'avais besoin, c'est d'accéder aux militaires. Je lui ai dit « Laissez-moi montrer aux gens ce que vous mettez en œuvre. Laissez-moi leur donner quelque chose en quoi croire. » Mais non, il a refusé encore une fois. Les militaires avaient des missions importantes, et certainement pas le temps de sourire devant la caméra. Vous avez chointé la hiérarchie? Et pour parler à qui? Il n'y avait pas de bateau pour Hawaï, et Sinclair sillonnait la côte ouest. Tous ceux qui auraient pu m'aider étaient soit absents, soit retenus pour des motifs importants. Et devenir journaliste freelance, obtenir du gouvernement une carte de presse, ça aurait pris trop de temps. Les plus grands médias étaient soit sous l'eau, soit fédéralisés, et ceux qui restaient diffusaient en boucle les mêmes consignes de sécurité, histoire que chaque type qui tombe dessus sache quoi faire. C'était encore le bordel généralisé. Les routes étaient à peine praticables. Comment vouliez-vous que la bureaucratie prenne le temps de me délivrer un statut de journaliste à plein temps? Ça aurait pris des mois alors que 100 types y passaient tous les jours. Je ne pouvais pas attendre. Il fallait que je fasse quelque chose, et tout de suite. J'ai pris ma caméra DV, 2 ou 3 batteries de rechange et un chargeur solaire. Mon fils aîné m'a servi d'ingénieur du son et d'assistant réa. On est partis à la chasse au sujet tous les deux en VTT pendant 1 semaine. Et on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de kilomètres. À Claremont, une ville juste à côté de Los Angeles, il y avait 5 universités. Pomona, Pitzer, Scripps, Harvey-Mund et McKenna. Au tout début de la grande panique, quand tout le monde s'enfuyait vers les collines, 300 étudiants ont décidé de résister. Ils ont transformé l'université de Scripps en un genre de ville fortifiée, version Moyen-Âge. Ils ont récupéré du matériel sur les autres campus. Pour seule arme, ils avaient des outils de jardinage et des fusils d'entraînement Roct. Ils ont planté des potagers, creusé des puits, fortifié un mur déjà existant. Alors que les montagnes brûlaient derrière eux et que les banlieues voisines s'effondraient dans le chaos,
ces 300 gamins ont tenu face à 10 000 zombies. 2000 sur une période de 4 mois, jusqu'à ce que l'Inland Empire soit enfin pacifié. L'Inland Empire californien fut l'une des dernières zones officiellement sécurisées. On a eu de la chance d'arriver juste à temps pour voir les derniers zombies se faire dégommer et les étudiants rallier les soldats, pile sous l'énorme drapeau de fortune qui flottait sur le rocher de Panama. Quelle histoire! 96 heures de rush dans la boîte. J'aurais aimé faire encore plus long, mais on n'avait pas vraiment le temps. 100 morts par jour, rappelez-vous. Il fallait qu'on le sorte aussi vite que possible. J'ai rapporté le film à la maison et je l'ai monté moi-même, sur ma station. Ma femme a fait la voix off. On en a tiré 14 copies sur différents formats et on les a projetées le samedi soir dans plusieurs camps, un peu partout à LA. Je l'ai baptisé « La victoire d'Avalon », la bataille des 5 universités. Avalon, ça vient d'une séquence tournée par un étudiant pendant le siège. C'était la veille du dernier assaut, le pire, alors qu'une nouvelle horde de morts-vivants venait d'apparaître à l'horizon. Les gamins bossaient dur. Ils aiguisaient leurs armes, ils renforçaient leur défense, ils montaient la garde sur les murs et sur les tours. Une chanson a plané au-dessus du campus via le haut-parleur qui diffusait régulièrement de la musique pour maintenir le moral des troupes. Une étudiante de Scripps, avec une voix d'ange, qui chantait le morceau Roxy Music. C'était si beau. Ça contrastait tellement avec la tempête qui n'allait pas tarder à s'abattre. Je l'ai incluse dans le pré-montage. Préparation au combat. Chaque fois que je l'entends, j'en ai la gorge nouée. Et les réactions du public? Ça déchirait. Pas seulement sur scène, non. Tout le film. Du moins, c'est ce que je croyais. En fait, je m'attendais à une réaction plus immédiate. Des cris, des applaudissements, je ne l'avouais jamais à personne, et surtout pas à moi. Mais je nageais dans une sorte de fantasme. J'imaginais que les gens viendraient me voir à la fin de la projection, les larmes aux yeux, pour me serrer la main et me remercier de leur montrer la lumière au bout du tunnel. Vous voyez le genre. Ils ne m'ont même pas regardé. J'étais dans le couloir, là, à jouer les héros victorieux. Ils sont tous passés silencieusement en regardant leurs chaussures. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en me disant « Ok, très bien, c'était une bonne idée. Bon, maintenant, je vais peut-être aller filer un coup de main à la ferme de MacArthur Park. » Et ensuite, 2 semaines ont passé. On m'a donné un vrai boulot. Aider à la reconstruction de la route de Topanga Canyon. Et puis un jour, un type est venu chez moi. À cheval, comme ça. On aurait dit qu'il sortait d'un western de Céline B. 2000. Il était psychiatre au dispensaire de Santa Barbara. Il avait entendu parler du succès du film et voulait savoir s'il en existait d'autres copies. Le succès? C'est exactement ce qu'il m'a dit. En fait, juste après la première d'Avalon, les cas de SDA à LA ont chuté de 5%. Au début, ils ont cru à une anomalie statistique, jusqu'à ce qu'ils constatent qu'on observait le même phénomène dans les communautés où on avait également projeté le film. Et personne n'avait pris la peine de vous le dire. Personne. Il rit. Ni les militaires, ni les autorités municipales, ni même les gens qui géraient les abris, ou continuaient à projeter le film sans mon accord. Je m'en fiche d'ailleurs. Ce qui comptait, c'était le résultat. Ça a vraiment fait la différence, et ça m'a donné du boulot pendant toute la guerre. J'ai même eu droit à quelques bénévoles, et autant de gars de mon ancien staff que j'ai pu retrouver. Le gamin qui avait shooté la scène de Claremont, Malcolm Van Rieser. Oui, ce Malcolm-là. L'un des plus grands célèbres cinéastes d'Hollywood. Il est devenu mon chef op. Chef opérateur, directeur de la photographie.
on a réquisitionné une salle de post-synchro, abandonnée sur West Hollywood, et on a commencé à en produire des tonnes de copies. On les envoyait par tous les trains, tous les bateaux, tous les caravanes qui passaient vers le nord. Les réponses ont mis du temps à nous parvenir, mais quand elles sont arrivées... Il sourit et joint les mains dans un geste de remerciement. 10% ont atterri dans toutes les zones ouest. À l'époque, j'avais déjà repris la route pour tourner d'autres films. Anacapa était déjà emballé et on avait à moitié terminé Mission District. Quand Dos Palmos est sorti, les cas de SDA avaient baissé de 23% et le gouvernement a enfin commencé à s'intéresser à moi. De l'argent frais. Il éclate de rire. Non, je ne leur ai rien demandé. Et de toute façon, ils ne m'auraient rien donné. Mais j'ai pu parler aux militaires, et ça m'a fait découvrir un autre monde. C'est à ce moment-là que vous avez tourné Le Feu des Dieux, non? Il hoche la tête. L'armée poursuivait 2 programmes de laser, Zeus et MTHEL. Zeus était conçu pour faire sauter les munitions, les mines et les bombes défectueuses. Il était assez petit et suffisamment léger pour qu'on le monte sur un Humvee spécialement adapté. Le tireur ajustait sa cible à l'aide d'une petite caméra coaxiale logée dans sa tourelle. Il plaçait ensuite le curseur sur la zone visée et projetait un rayon via la même ouverture optique. Si c'est trop technique, vous m'arrêtez, d'accord? D'accord. Désolé, je me suis vraiment plongé dans le projet. Cet engin-là, c'était la version militaire offensive des lasers industriels à circuit intégré. Ceux dont on se sert pour découper des feuilles d'acier en usine. Soit ils perçaient directement le blindage de la bombe, soit ils le chauffaient suffisamment pour faire sauter la tête explosive. Ça marchait de la même façon pour les zombies. La puissance maximale, ça leur traversait littéralement le crâne. Et à puissance réduite, leur cerveau se mettait à bouillir et finissait par leur jaillir des oreilles, de la bouche, du nez. Les séquences qu'on a tournées étaient stupéfiantes. Mais bon, comparé à MTHEL, Zeus n'était qu'un vulgaire pistolet à eau. MTHEL pour Mobile Tactical High Energy Laser. Il a été conçu par les États-Unis et Israël comme une arme antimissile. Quand Israël a annoncé sa quarantaine, des dizaines de groupuscules terroristes ont tiré au mortier et à la roquette au-dessus des murs de séparation. C'est le MTHEL qui a descendu tous les projectiles. Il a à peu près la taille et la forme d'un projo anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, il s'agit d'un laser au fluorure de deutérium, bien plus puissant que Zeus. Ses effets sont dévastateurs. Il arrache littéralement la chair des os et les blanchit d'un coup avant de les transformer en poussière. À vitesse normale, c'est déjà magnifique. Mais au ralenti, le feu des dieux. Et les cas de SDA ont vraiment chuté de 50% un mois après la sortie du film. C'est un peu exagéré, si vous voulez mon avis. Mais les gens faisaient la queue dès qu'ils avaient une minute. Certains l'ont vu tous les soirs. L'affiche montrait un zombie se faire atomiser. L'image est tirée d'une scène du film. Le plan classique où le brouillard matinal permet de visualiser le rayon. Juste en dessous, on a mis la légende. Au suivant. Rien que ça leur a sauvé la mise. La mise? La mise de Zeus et du MTHEL, je veux dire. Pourquoi? Ils comptaient cesser de les utiliser? Le MTHEL était censé fermer boutique environ un mois après le tournage. Zeus, on lui avait déjà coupé les crédits. Il a fallu supplier, emprunter et parfois même voler pour qu'on le réactive devant les caméras. Le destre les considérait comme un gigantesque gaspillage. Et ça l'était. Clairement oui. Le M de MTHEL, mobile, désigne en fait un véritable convoi de véhicules spécialisés, tous très fragiles, et vraiment pas tout-terrain, et tous dépendants les uns des autres.
En plus, le MTHEL a besoin d'une puissance électrique considérable et requiert de grandes quantités de produits toxiques instables pour générer le laser. Zeus était un peu plus économique, plus facile à refroidir, plus facile à entretenir. Et puis, comme il était monté sur Humvee, on pouvait vraiment l'emmener partout. Mais le problème, c'était le pourquoi de l'ensemble. Même à puissance maximale, rappelez-vous que le tireur devait maintenir le rayon plusieurs secondes sur la cible mobile. Un type très entraîné pouvait descendre 2 fois plus de cibles en 2 fois moins de temps. Quoi qu'il en soit, ça interdisait les cadences de tir rapide, et c'est justement ce dont on avait besoin en cas d'attaque en bande. Dans la pratique, cette unité était escortée par une escouade de tireurs d'élite, directement affectés à ce poste. Des gens qui protègent une machine qui protège des gens. Il était inutilisable à ce point. Pas si on se cantonnait aux utilisations pour lesquelles on les avait conçus. Le MTHEL a considérablement aidé Israël contre les attaques terroristes, et Zeus a repris du service pour faire exploser les obus abandonnés lors des déplacements de troupes. Dans ce contexte précis, ces 2 armes étaient exceptionnelles. Pour tuer des zombies, par contre. Alors, pourquoi les avoir filmés? Parce que les Américains vouent un culte à la technologie. C'est un trait inhérent à notre culture nationale. Qu'ils soient d'accord ou pas, même le dernier des Ludites ne peut nier l'étendue de nos exploits technologiques. Fission de l'atome, à l'unissage en 69. On a rempli chaque maison et chaque bureau de plus de gadgets et de machins que n'en aurait jamais rêvé le plus allumé des écrivains de SF. J'ignore si c'est une bonne chose. Je suis mal placé pour en juger. Mais ce que je sais, c'est que les Américains se comportent comme ces ex-athées, là, plantés dans leur terrier. Ils implorent le Dieu de la science de les sauver. En vain. Peu importe. Le film a tellement bien marché qu'on m'en a commandé toute une série. Je l'ai baptisé Wonder Weapons. 7 longs métrages consacrés aux dernières avancées technologiques militaires américaines. Et pas une qui améliore vraiment la situation, mais toutes très utiles pour la guerre psychologique. Mais c'est un mensonge. Allez-y, dites-le, pas de problème. Oui, c'est un mensonge. Mais parfois, ça s'avère utile. Vous savez, mentir n'a rien à voir avec le bien ou le mal. Le feu, par exemple, il vous réchauffe, mais il peut également vous brûler. Tout dépend de la façon dont on s'en sert. Les mensonges du gouvernement avant la guerre, ceux censés nous rendre aussi heureux qu'aveugles, ces mensonges-là, brûlaient, parce qu'ils nous empêchaient d'agir correctement. Cela dit, quand j'ai réalisé Avalon, les gens faisaient déjà tout leur possible pour survivre. Les mensonges du passé n'étaient plus qu'un souvenir et tout le monde connaissait la vérité. Elle hantait les rues, la vérité. Elle s'introduisait dans chaque maison et elle vous sautait à la gorge. En fait, quoi qu'on fasse, l'avenir reste pour le moins hypothétique. On vivait une sorte de crépuscule de l'espèce. Et cette vérité-là paralysait à la mort des centaines de gens chaque nuit. Ils avaient besoin de quelque chose pour les réchauffer. Alors, j'ai menti. Et le président a menti. Et chaque docteur, chaque prêtre, chaque chef de section, chaque père, chaque mère. On va s'en sortir. C'était ça le message. C'était celui du réalisateur du monde entier. Vous avez entendu parler de la Cité des héros? Bien sûr. Chouette film, hein? Marty l'a tourné pendant le siège, tout seul, avec tout ce qu'il avait sous la main. Et c'est un chef-d'œuvre. Courage, détermination, force, dignité, douceur et honneur. C'est le genre de truc qui vous fait vraiment croire en l'homme. C'est bien mieux que tout ce que j'ai pu faire. Vous devriez le voir. Mais je l'ai vu.
Quelle version? Pardon? Quelle version avez-vous vue? Je ne savais pas qu'il y en avait deux. Il va falloir réviser vos fiches, mon vieux. Marty a tourné une version de la Cité des héros pendant le conflit. Et il en a remonté une autre après. Celle que vous avez vue, en fait, quoi. 90 minutes? Oui, je crois. Est-ce qu'elle montre le côté obscur du personnage du film? La violence, la trahison, la cruauté, la dépravation, la noirceur sans fin de certains des héros? Non. Bien sûr que non. Et pourquoi d'ailleurs? C'était ça la réalité. Et c'était justement à cause de ça que des gens allaient se coucher, éteignaient leurs bougies et ne se réveillaient jamais. Marty, lui, il a choisi de montrer le bon côté de la médaille. Celui qui pousse les gens à se lever le matin, qui leur donne envie de lutter bec et ongles parce qu'on leur dit qu'ils vont s'en sortir. En fait, il existe même un mot pour ce genre de mensonge. L'espoir. Base aérienne de Parnell, Tennessee. Galvin Blair m'escorte jusqu'au bureau du commandant. Le colonel Christina Heliopolis, véritable légende vivante, autant pour son caractère en acier trempé que pour ses exploits militaires. On a du mal à croire qu'une telle intensité puisse tenir dans un corps apparemment si frêle. Sa longue frange noire et son visage délicat accentuent encore l'impression de jeunesse éternelle qu'elle dégage. Puis elle retire ses lunettes et je distingue nettement le feu qui couve au fond de ses yeux. J'étais pilote Raptor, le FA-22, le meilleur appareil jamais conçu. Il allait plus vite que Dieu et tous ses anges réunis. C'était un monument élevé à la gloire de la technologie américaine. Et dans cette guerre, la technologie américaine servait à que dalle. Ça a dû être très frustrant. Frustrant? Vous savez ce qu'on ressent quand on vous dit que l'idéal qu'on a cherché à atteindre toute sa vie, celui pour lequel on a tant donné, tant souffert, celui qui vous fait dépasser des limites dont vous n'aviez même pas conscience, que cet idéal-là est désormais considéré comme stratégiquement inapproprié. Diriez-vous qu'il s'agit d'un ressentiment généralisé? Je vais vous dire un truc. L'armée russe n'a pas été la seule à se faire disséminer par le gouvernement. La loi sur la reconstitution des forces aériennes a littéralement flingué l'Air Force. Les experts du DESTRE avaient décidé que notre radio-coût-efficacité, le CE, était l'un des plus disproportionnés de l'armée. Vous pouvez nous donner un exemple? Le JSOW. Ça vous va? Le Joint Stanford Weapon, une bombe traditionnelle guidée par satellite, soumise aux lois de la gravité et qu'on pouvait télécommander à plus de 60 km de distance. La version de base contenait 140 sous-munitions de type Blue 97B et chaque bombinette embarquait une ogive creuse anti-blindage. Une tête à fragmentation contre l'infanterie ainsi qu'un anneau en zirconium pour foutre le feu à toute la zone d'impact. On l'a considéré comme le triomphe de l'industrie militaire, jusqu'à Yonkers. Les JSOW ont été utilisés lors de la bataille de Yonkers, ainsi que d'autres missiles air-sol. Matériel, main-d'œuvre, temps, énergie, sans parler du carburant et de l'entretien de l'avion. Tout ça dépassait largement celui d'un simple escadron de rampants qui descendrait 1000 fois plus de Z. Pas assez rentable, comme tous nos autres joujoux. Ils nous ont découpés au laser industriel. Le B2 Spirit, dehors. Pareil pour les Eagles, les Faucons, les Tonka, les Hornets, les JSF, les Raptors. Si on fait le compte, une seule signature a descendu plus d'appareils américains que tous les SAM, les Flax et les chasseurs ennemis de l'histoire. Au moins, on ne les a pas démontés. Dieu merci. Seulement remisés dans des hangars,
ou dans ce grand cimetière-là, l'Armac, Aerospatial Maintenance Generation Center, près de Tucson, en Arizona. Un investissement à long terme, ils ont dit. Ça au moins, on peut toujours compter dessus. Quand on est en guerre, on se prépare pour la prochaine. Notre capacité aérienne, du moins, sur le papier, est restée presque intacte. Presque. Il a fallu laisser tomber les Glowmaster et tous les moteurs trop gourmands en kérosène. Ça nous laissait les petits appareils à propulsion conventionnelle. Je suis passé du chasseur X-Wings au camping-car. Quelle était la mission principale de l'Air Force? Le ravitaillement aérien. C'était notre principal objectif. Le seul qui comptait vraiment. Elle désigne une carte jaunie sur le mur. L'état-major m'a autorisé à la garder, compte tenu de ce qui m'est arrivé. La carte représente les États-Unis pendant la guerre. La partie ouest des Rocheuses est légèrement grisée. On aperçoit des cercles colorés dans la zone grise. Des îlots paumés dans la grande mer de Zach. Le vert désigne les installations militaires actives. On avait converti certaines d'entre elles en centres d'accueil des réfugiés. D'autres constituaient encore à l'effort de guerre. D'autres encore étaient bien défendues, mais n'avaient aucun intérêt stratégique, les zones blanches. Les zones rouges étaient étiquetées viables. Usines, mines, centrales électriques. L'armée avait laissé des équipes de maintenance derrière elle pendant la grande retraite. Leur boulot consistait à surveiller et à entretenir les installations jusqu'à ce qu'on puisse à nouveau les inclure dans l'effort de guerre. Les zones bleues représentent les zones civiles où les gens avaient réussi à tenir. Ils avaient établi une sorte de frontière et survivaient à l'intérieur. Eh bien, toutes ces zones avaient constamment besoin de ravitaillement. C'était ça, notre boulot. Le pont aérien. Une opération gigantesque d'ailleurs. Et pas seulement en termes d'appareils et de carburant. Il fallait aussi une sacrée organisation. Garder le contact avec tous les îlots, traiter leurs demandes, coordonner les actions avec le DESTRE, hiérarchiser les priorités, caractériser le matériel parachuté. Tout ça fait de cette opération la plus importante de toute l'histoire de l'Air Force. On essayait d'éviter les consommables, type nourriture ou médicaments qui nécessitaient un ravitaillement régulier. On les classifiait LD, livraison dépendante, et on les traitait après les LAS, livraison autosuffisante, comme les outils, les pièces de rechange, et les outils pour fabriquer les pièces de rechange. Ils n'ont pas besoin de poissons, disait Sinclair. Ils ont besoin de filets. Chaque automne, on parachutait quand même du poisson, de la farine, du sel, du lait pour bébé et des fruits secs. Les hivers étaient rudes. Vous vous souvenez comment ils nous semblaient longs? Aider les gens à s'aider eux-mêmes, c'est super en théorie, mais il faut quand même les garder en vie. Parfois, on devait parachuter du personnel, des spécialistes, docteurs ou ingénieurs, des types avec des compétences impossibles à acquérir tout seuls. Les zones bleues recevaient régulièrement la visite d'instructeurs de forces spéciales, pas seulement pour leur apprendre à mieux se défendre, mais aussi pour se préparer au jour où il leur faudrait attaquer à leur tour. Je respectais beaucoup ces mecs. La plupart savaient qu'ils resteraient coincés. Beaucoup de zones bleues ne disposaient pas de pistes d'atterrissage. On les parachutait, mais ils avaient parfaitement conscience qu'on ne les récupérerait pas. Et puis, les zones bleues n'étaient pas tout entièrement sécurisées. Certaines ont été débordées. Les gens qu'on parachutait connaissaient les risques. Mais quand même, il faut des tripes. C'est aussi valable pour les pilotes. Oh, je ne minimise rien. Tous les jours, on survolait des centaines, parfois des milliers de kilomètres de territoire contaminé. Les zones violettes. Elle montre les cercles sur la carte. Les zones violettes sont rares et très éloignées les unes des autres. Elles désignent des installations d'entretien ou de ravitaillement en carburant. Beaucoup de nos appareils n'auraient jamais eu assez d'autonomie pour atteindre les zones de parachutage sur la côte est sans ces avant-postes. Ça nous aidait à limiter les pertes en matériel et en hommes. Notre taux de survie a grimpé à 92%. Malheureusement pour moi,
J'ai fait partie des 8% restants. Je crois qu'on ne saura jamais ce qui nous a mis au tapis. Problème mécanique, corrosion du métal, mauvais temps, ou alors la cargaison, mal étiquetée ou mal emballée. Ça arrivait beaucoup plus souvent qu'on ne veut bien l'avouer. Parfois, si du matériel dangereux n'est pas correctement conditionné, ou bien si, Dieu nous en préserve, un de ces putains d'inspecteurs QC laisse ses hommes assembler les détonateurs avant qu'on les emballe pour le voyage. C'est arrivé à un de mes copains, pendant un vol de routine de Palmdale à Vanderberg, même pas au-dessus d'une zone affectée. 200 détonateurs de type 38, tous opérationnels, tous en marche, tous réglés pour sauter sur la même fréquence que la radio. Elle claque des doigts. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. On terminait un vol entre Phoenix et la zone bleue de Tallahassee, en Floride. C'était la fin octobre, déjà l'hiver à l'époque. Honolulu essayait de caler encore quelques parachutages avant que le mauvais temps nous cloue au sol jusqu'en mars. C'était notre 9e rotation de la semaine. On marchait tous au Twix, ces petites pilules qui vous maintenaient éveillés, sans alerter vos réflexes ou votre jugement. J'imagine que ça marchait assez bien, mais ça me donnait une sale envie de pisser toutes les 20 minutes. Et mon équipage, les mecs, vous savez, ils n'arrêtaient pas de se foutre de moi. Les filles, elles ont toujours envie. Vous voyez le genre. Je savais très bien qu'ils déconnaient. Ça n'avait aucune importance, mais quand même. Je me retenais jusqu'au dernier moment. Après 2 heures de montagne russe à nous faire secouer par des turbulences, j'ai fini par craquer et j'ai passé le manche au copilote. Je venais juste de remonter ma braguette quand il y a eu une secousse énorme, comme si Dieu lui-même venait nous botter le cul. Et tout à coup, l'avion a piqué du nez. Le cockpit de notre C-130 ne disposait même pas d'un véritable cabinet de toilette. Juste un chioc chimique portable avec un lourd rideau de douche en plastique. C'est sans doute ce qui m'a sauvé la vie. Si je m'étais retrouvée piégée dans un autre compartiment, probablement trop sonné pour atteindre la clenche. Soudain, il y a eu une espèce de crissement, puis une explosion assourdissante d'air pressurisé, et j'ai été aspirée vers l'arrière de l'avion avant de disparaître dans le vide, là où aurait dû se trouver la queue. Je dégringolais en spirale, sans contrôler quoi que ce soit. J'ai vaguement aperçu mon appareil, une masse grise qui rétrécissait à vue d'œil et qui tombait en fumant. Je me suis redressée et j'ai actionné le parachute, mais j'étais encore dans les vapes. La tête me tournait et j'avais du mal à respirer. J'ai tâtonné jusqu'à ma radio et j'ai hurlé à l'équipage de sauter. Pas de réponse. Tout ce que je voyais, c'était le parachute d'un autre, le seul à s'en être sorti. C'était horrible de tomber comme ça, sans pouvoir rien faire. Je voyais distinctement l'autre, au-dessus de moi, et un peu plus au nord, peut-être à 3 ou 4 kilomètres. J'ai cherché les autres, réessayé la radio, mais impossible d'accrocher le moindre signal. Elle avait probablement été endommagée pendant ma sortie. J'ai ensuite essayé de relever ma position, quelque part au-dessus du sud de la Louisiane. Un marais inhabité apparemment sans fin, mais je n'étais sûre de rien. J'avais encore la cervelle en compote. Au moins, j'ai eu la présence d'esprit de vérifier l'essentiel. J'arrivais à bouger les jambes, idem pour les bras. Aucune douleur et pas de saignement externe. J'ai vérifié que mon kit de survie était intact et toujours harnaché à ma cuisse. Quant à mon arme, mon Meg, surnom donné par les pilotes à leur arme de service, un pistolet automatique de calibre 22. Son aspect extérieur, avec son silencieux, sa visée télescopique et son chargeur pliable, le fait ressembler aux jouets Transformers, Hasbro, Megatron, une transformation qui reste à confirmer. Il était bien calé contre mes côtes. Est-ce que l'Air Force vous avait déjà préparé à ce genre de situation d'urgence? On est tous passés par les programmes EVAD et Willow Creek Escape dans les montagnes de Klamath, en Californie. Il y avait même des vrais jets avec nous, marqués et placés dans des endroits spécifiques pour augmenter le réalisme de l'expérience.
Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vous enseigne dans le manuel de survie civile. Déplacement, discrétion, comment descendre Zach, avant qu'il se mette à gémir et signale votre position aux autres. On a tous réussi. On a survécu, je veux dire, même si 2 pilotes ont terminé en section 8. Terme militaire américain désignant une réforme du service militaire pour cause d'inaptitude mentale et ou physique, équivalent des codes P3, P4 et P5 français, NDT. Je suppose qu'ils n'ont pas apprécié le réalisme de l'expérience, mais ça ne m'a jamais gêné de me retrouver seule en territoire hostile. Pour moi, c'était juste une procédure standard. Standard ? Vous voulez que je vous dise ce que ça fait d'être vraiment seule en territoire hostile ? Commençons par mes 4 années à Colorado Springs. Mais il y avait d'autres femmes. D'autres cadets, d'autres compétiteurs ayant le même appareil génital que moi. C'est tout, croyez-moi. Quand la pression monte, la fraternité des sexes disparaît. Non, j'étais seule, vraiment seule. Je me débrouillais toute seule. Je ne faisais confiance à personne, et en toutes circonstances. J'étais toujours la seule à assurer mes arrières. C'est grâce à ça que j'ai tenu pendant ces 4 années d'enfer à l'académie. Et je ne pouvais compter sur rien d'autre. Quand j'ai atterri dans la boue, directement chez G, j'ai détaché mon parachute. On nous apprend à ne pas perdre de temps à essayer de le camoufler, et je suis partie droit vers la direction de l'autre toile. Ça m'a pris à peu près 2 heures. 2 heures à patauger dans cette espèce de gadou qui recouvrait tout. J'en avais jusqu'aux genoux. J'avais encore du mal à réfléchir correctement, et je souffrais de vertige. Ce n'était pas une excuse, je sais. Mais à cause de ça, je n'ai pas remarqué tout de suite les oiseaux qui s'enfuyaient dans la direction opposée. Puis, j'ai entendu un cri, lointain et faible. Je voyais le parachute accroché aux arbres. J'ai commencé à courir, encore une erreur. Faire du bruit, comme ça, sans même m'arrêter, pour vérifier que Zach ne se baladait pas dans le coin. Je ne voyais rien du tout, uniquement ces grosses branches grises et nues, jusqu'à ce que je me retrouve juste en dessous. Sans Rawlings, mon copilote, je me serais fait avoir à coup sûr. Je le retrouvais accroché à son harnais, mort, agité de convulsions. Sa combinaison de vol était déchirée et ses entrailles pendaient au-dessus de 5G qui s'en nourrissaient en pataugeant dans l'eau brun-rouge. L'un d'eux s'était débrouillé pour s'enrouler un morceau d'intestin autour du cou. Chaque fois qu'il remuait, il faisait valser Rollins comme une putain de cloche. Ils ne m'ont même pas remarqué. J'aurais presque pu les toucher, mais ils n'ont rien vu. Au moins, j'ai pensé à visser le silencieux. Mais je n'avais pas besoin de vider un chargeur entier. Et allez, encore une autre connerie. J'étais tellement en colère que j'ai bien failli flanquer des coups de pied au cadavre. J'avais honte. La culpabilité m'aveuglait. La culpabilité? J'avais merdé sur toute la ligne. Mon appareil, mon équipage. Mais c'était un accident. Ce n'était pas votre faute. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'étiez pas là. Merde, même moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas fait mon boulot. J'avais le cul posé sur les chiottes comme une fille. Merde. J'étais en train de cramer mentalement. Putain de mauviette. Je me suis dit, pauvre conne. Je me détestais. Et je me détestais de me détester. Vous y comprenez quelque chose, vous? J'aurais pu tout aussi bien rester ici, toute tremblante, à attendre que Zach se pointe. J'en suis persuadée. Mais ma radio a crachoté. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Quelqu'un a réussi à s'en sortir? C'était une voix de femme. Une civile à coup sûr, étant donné son langage et son ton. J'ai immédiatement répondu. Je me suis identifiée et je lui ai demandé de décliner son identité. Elle m'a expliqué qu'elle faisait partie du Skywatch,
et que son pseudo était Metz Fan, ou Metz, pour faire court. Le Skywatch, c'était un réseau ad hoc d'opérateurs radio isolés. Ils étaient censés porter assistance aux équipages des avions qui se crachaient et faire leur possible pour les sauver. Pas très efficace comme système, sans doute parce qu'ils étaient peu nombreux. Mais apparemment, c'était mon jour de chance. Elle m'a dit qu'elle avait repéré la colonne de fumée au-dessus de l'épave de Mont Erck. Elle ne devait pas être à plus d'une journée de marche de la position. Sa hutte était lourdement encerclée. Avant que je dise quoi que ce soit, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle avait déjà signalé ma position aux équipes de secours. La meilleure chose à faire, c'était de me trouver un terrain à découvert et d'attendre qu'on vienne me chercher. J'ai voulu consulter mon GPS, mais il avait dû être arraché de ma combinaison au moment de mon éjection. J'avais une carte de secours, mais elle était trop grande, pas assez précise, et mes tournées me faisaient survoler tellement d'États que ça me servait autant d'une carte géologique des États-Unis. J'avais encore les idées très confuses. J'étais tellement en colère. J'ai fini par lui avouer que j'ignorais tout de ma position et que je ne savais pas où aller. Elle a rigolé. « Tu veux dire que t'as jamais fait ça ? La marche à suivre n'est pas inscrite au plus profond de tes gènes ? Tu n'as pas repéré où tu étais pendant que tu descendais tranquillement, comme une fleur ?» Elle ne doutait pas une seconde de moi. Elle me forçait à réfléchir, au lieu de balancer des réponses toutes faites. J'ai réalisé que je connaissais très bien la zone, et que je l'avais survolée au moins une vingtaine de fois en 3 mois, et que j'étais forcément quelque part dans le bassin d'Atchafalaya. « Réfléchis, m'a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu as vu pendant ta descente ? Une rivière ? Des routes ? Au début, je n'arrivais à me souvenir que des arbres. Un paysage sans fin, uniformément gris, sans rien de particulier. Et puis, peu à peu, alors que je m'éclaircissais les idées, je me suis rappelé avoir aperçu une rivière et une route. J'ai aussitôt vérifié sur la carte, et j'ai découvert que l'I-10 passait un peu au nord de ma position. Metz m'a dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour une exfiltration. D'après elle, ça ne prendrait pas plus d'1 jour ou 2 si je me remuais un peu et que j'arrêtais de glander. Alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a arrêté tout net et m'a demandé si je n'avais rien oublié. Je m'en souviens parfaitement. Je me suis retournée vers Hollings. Il commençait tout juste à ouvrir les yeux. J'ai eu le sentiment que je devais lui dire quelque chose. Je ne sais pas, m'excuser, et puis je lui ai collé une balle en plein front. Metz m'a alors conseillé de ne pas culpabiliser, et quoi qu'il arrive, de ne jamais me laisser distraire. J'avais un boulot à terminer. Elle a ajouté « Reste en vie et fais ce qu'on te demande. » Puis « Et arrête de niquer ton forfait. » Elle parlait des batteries. Rien ne lui échappait. J'ai donc quitté la ligne et je me suis dirigée vers le nord, à travers les marais. J'avais les idées claires désormais, et les leçons de Crick me revenaient en tête. Marcher, s'arrêter, écouter. Je m'en suis tenue au sol sec dans la mesure du possible, et j'ai fait très attention où je mettais les pieds. Ça rend nerveux. Par 2 fois, j'aurais juré qu'une main me courait le long de la jambe. Un peu plus loin, j'ai croisé une route, petite, à peine 2 voies, et dans un sale état. Mais bon, c'était quand même mieux que patauger dans la boue. J'ai signalé ma découverte à Metz. Je voulais savoir si ça me conduirait droit vers l'autoroute. Elle m'a conseillé de dégager vite fait et d'éviter toutes les routes autant que possible. « Qui dit route dit voiture », a-t-elle ajouté. « Et qui dit voiture dit zombie ». Elle parlait des conducteurs contaminés morts derrière leur volant. Et comme les ghouls n'ont pas un QI suffisamment élevé pour déboucler une ceinture et ouvrir une portière, elles sont condamnées à passer le reste de leur existence piégées dans leur voiture. Je lui ai demandé en quoi ça posait un problème, dans la mesure où les morts vivants ne pouvaient pas sortir,
et pour peu que je me tienne éloigné des fenêtres ouvertes, je me foutais totalement des bagnoles abandonnées le long de la route. Metz m'a rappelé que, même coincé, un G était parfaitement capable de gémir et donc d'avertir les autres. Là, je lui ai avoué que je ne pigeais plus. Si je devais absolument perdre du temps à éviter chaque route et chaque zac au volant, pourquoi me diriger vers une autoroute où j'étais sûre d'en trouver 10 fois plus? L'autoroute passe au-dessus des marais, m'a-t-elle répondu. Les zombies ne peuvent pas y grimper. Cette section de l'I10 dominait les marais de plusieurs mètres. C'était l'endroit le plus sûr de la région. J'ai reconnu que je n'y avais pas pensé. Elle avait encore rigolé. T'inquiète pas, chérie. Moi, j'y ai pensé. Me lâche pas, et je vais te ramener chez toi. Alors, j'ai obéi. J'ai scrupuleusement évité tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une route. J'ai emprunté les chemins les plus paumés que j'ai pu trouver. Je dis paumés, mais pour être honnête, c'était quand même difficile d'éviter toute trace d'humanité, ou du moins de celle d'avant. Chaussures, vêtements, ordures, valises déchiquetées, matériel de randonnée, et des os. Beaucoup d'os, plus ou moins enfoncés dans la boue. Humains ou animaux, impossible à dire. J'ai même trouvé une cage thoracique. Je crois que c'était celle d'un croco, un gros. Je ne préfère pas penser au nombre de zombies qu'il a fallu pour dégommer ce salopard. Le premier jet que j'ai aperçu était plutôt petit. Un gamin probablement, difficile à dire. Son visage était déchiqueté, la peau, le nez, les yeux, les lèvres, même ses cheveux et ses oreilles. Pas complètement arrachés, mais en lambeaux qui pendaient de ci de là, ou bien vaguement accrochés au crâne. Peut-être qu'il avait d'autres blessures. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Il était coincé dans un de ces sacs bébés, vous savez, la version randonnée, avec une sangle enroulée autour du cou. Le passant de l'épaule était pris dans une racine, et le gamin pataugeait dans l'eau, à moitié submergé. Sa cervelle devait être encore intacte, tout comme les fibres musculaires reliées à sa mâchoire. Il a claqué plusieurs fois des dents, pendant que je m'approchais. J'ignore comment il a pu savoir que j'étais là. Peut-être que son odorat fonctionnait encore un minimum, ou son ouïe, qui sait. Il ne pouvait plus gémir, sa gorge était trop bien comprimée pour cela, mais ses éclaboussures pouvaient attirer l'attention. J'ai mis un terme à ses souffrances, si on peut appeler ça des souffrances. Puis j'ai essayé de ne plus y penser. Encore un truc qu'on vous apprend à Willow Creek. Pas la peine de faire leur éligie, pas la peine d'imaginer qui ils étaient, ni ce qui est arrivé. Je sais bien, mais on le fait tous, non? Je veux dire, qui peut remarquer ces choses sans se poser la question? C'est comme quand on a lu les dernières pages d'un livre. L'imagination prend le relais, tout simplement. Et c'est là qu'on baisse la garde, qu'on devient moins attentif. Et on laisse aux autres le soin de se demander ce qui nous est arrivé. J'ai vraiment essayé de ne plus y penser, mais j'ai fini par m'inquiéter. Pourquoi m'en avais-je rencontré si peu jusqu'ici? C'était une question de survie, et pas une vague interrogation existentielle. J'ai allumé la radio pour demander à Metz s'il y a eu un truc que je ne pigeais pas, là, et s'il valait mieux éviter toute la zone. Elle m'a rappelé que la région était plutôt dépeuplée, notamment à cause des zones bleues de Bâton Rouge et de Lafayette qui attiraient les G. C'était un maigre réconfort de se savoir perdu, comme ça, entre deux congrégations de zombies. Elle a éclaté de rire. « Ne t'inquiète pas, tu t'en sors très bien. » Soudain, j'ai aperçu quelque chose un peu plus haut, une vague silhouette qui ressemblait à un arbuste, mais plus dense, en brillance par endroits. Elle m'a averti de ne pas m'en approcher, de continuer ma route sans la quitter des yeux. Jusqu'ici, tout allait à peu près bien. Je retrouvais la fille que j'avais été. En m'approchant, j'ai constaté qu'il s'agissait d'un véhicule, un SUV hybride Lexus.
Il était recouvert de mousse et embourbé à mi-roue. Le coffre était plein de matériel de survie. Tente, sac de couchage, ustensiles de cuisine, fusils de chasse, munitions. Le tout était en parfait état, parfois même encore emballé. Je me suis approchée du siège avant et j'ai aperçu le bout d'un 357, encore agrippé au doigt tout sec du conducteur. On voyait la lumière à travers son crâne. Il était salement décomposé, au moins depuis 1 an, voire plus. Il portait un treillis de survie, de ceux qu'on commande sur les catalogues pour les safaris ou les parties de chasse. Tout était encore très propre, presque repassé. Une seule blessure, à la tête. Apparemment, il n'y en avait pas d'autre. Aucune morsure, rien. Ça m'a vraiment surprise. Beaucoup plus que le gamin son visage. Ce type avait tout ce qu'il fallait pour survivre. Sauf la volonté, sans doute. Ce n'est qu'une simple supposition, je sais. Si ça se trouve, il avait d'autres blessures, invisibles, cachées par ses vêtements, ou bouffées par la décomposition. Pourtant j'étais sûre d'avoir raison à ce moment-là. Ma tête collée à la vitre, devant ce cadavre. Je comprenais à quel point il était facile de tout abandonner. Je suis restée là un bon moment, suffisamment longtemps pour que Metz me demande ce qui clochait. Je lui ai décrit la scène, et elle m'a immédiatement ordonné de poursuivre ma route. J'ai commencé à discuter. Je pensais qu'il fallait au moins fouiller le véhicule, histoire de voir si je trouverais quelque chose d'utile. Elle m'a demandé d'une traite si je cherchais vraiment quelque chose d'utile, ou si je voulais tout simplement quelque chose. J'ai réfléchi une seconde, mais elle avait raison. L'équipement du mort avait beau être complet, ça restait du matériel civil, lourd et encombrant. Il fallait cuire la nourriture, et les armes n'avaient pas de silencieux. Mon propre matériel était tout aussi complet, et si, pour une raison ou une autre, je ne trouvais aucun hélico sur la I-10, je pourrais toujours revenir ici en cas d'urgence. J'ai aussi envisagé de me servir du SUV. Metz m'a demandé si j'avais une dépanneuse ou un treuil sous la main. Et comme une gamine, j'ai répondu que non. « Alors, qu'est-ce qui te retient ?» a-t-elle enchaîné. Ou un truc du même genre, pour m'obliger à mettre les voiles. Je lui ai dit d'attendre 1 minute. J'appuyai la tête contre la vitre du conducteur. J'ai soupiré et je me suis sentie à nouveau épuisée, vidée. Metz ne m'a pas lâchée. Elle a insisté pour que je foute le camp. Je lui ai dit de la fermer un peu, que j'avais besoin d'1 minute, de 2 secondes, je ne sais pas. J'ai dû laisser mon doigt appuyé sur le bouton d'appel, sans m'en rendre compte. Parce que tout à coup, Metz m'a demandé « Qu'est-ce que c'était ?» « Quoi ?» ai-je répondu. Elle avait entendu quelque chose. Elle l'avait entendu avant vous ? Je suppose. Tout de suite après, en tout cas, j'ai tendu l'oreille, et ça m'a tout de suite éclairci les idées. Le gémissement, fort et tout proche, suivi de bruits d'éclaboussure. J'ai relevé la tête, j'ai regardé à travers la vitre, à travers le crâne du conducteur et le carreau de l'autre côté. J'ai aperçu le premier, j'ai fait volte-face. 5 autres. Ils approchaient dans toutes les directions, et derrière eux, 1 dizaine, 1 quinzaine. J'ai ouvert le feu sur le premier. Manqué. Metz s'est mise à me gueuler dessus. Elle a exigé un rapport de situation. Je lui ai fait le décompte. Elle m'a dit de garder mon calme, de me couvrir, de ne pas bouger, et de suivre la procédure apprise à Willow Creek. Quand je lui demandai comment elle connaissait Willow Creek, elle m'a répondu de la fermer et de me défendre. Je suis montée sur le toit du SUV. On est censé trouver le point défensif le plus proche, et j'ai commencé à pointer mes cibles. J'en ai aligné un. J'ai bloqué ma respiration et je l'ai abattu. Combattre, ça veut dire prendre des décisions aussi rapidement que le permettent nos impulsions nerveuses. J'avais perdu cette aptitude en tombant dans la boue. Mais à présent, ça me revenait. J'étais calme, concentrée. J'avais évacué toute trace de doute et de faiblesse. La fusillade n'a sans doute pas duré plus de 10 minutes.
Mais moi, j'ai eu l'impression de me battre pendant 10 heures. 61, au final, et un joli cercle de corps affalés dans la boue. J'ai pris mon temps, j'ai vérifié mes munitions, et j'ai attendu la seconde vague, qui n'est jamais arrivée. 20 minutes après, Metz exigeait un nouveau rapport. Je lui ai fait le décompte total des victimes, et elle a sifflé. Puis, elle m'a demandé de penser à lui rappeler de ne jamais m'énerver. J'ai ri. Pour la première fois depuis que j'avais touché terre, j'ai ri. Je me sentais bien, forte et confiante. Metz m'a averti que tous ces désagréments m'empêcheraient de rejoindre Lydis avant la tombée de la nuit, et qu'il était temps de songer à trouver un coin où pioncer. J'ai mis un maximum de distance entre le SUV et moi avant que le ciel ne s'assombrisse. Puis j'ai fini par trouver une branche convenable en haut d'un arbre. J'avais un hamac standard en microfibre dans mon kit de survie. Une super invention, léger et solide, avec des pinces pour vous empêcher de basculer. Un détail censé nous rassurer et nous aider à nous endormir plus vite. Ouais, tu m'étonnes. Putain, j'étais debout depuis plus de 48 heures. J'avais passé en revue tous les exercices respiratoires qu'on avait pu enseigner à Willow Creek, et je m'étais enfilé 2 Baby Health. Officiellement, un analgésique, mais utilisé par les militaires comme somnifère. On n'est pas censé en prendre plus d'un, mais je me suis dit que c'était bon pour les péchés, ça. J'étais de nouveau moi-même, vous vous souvenez? Ça ne me posait pas de problème. Et puis merde, j'avais besoin de dormir. Comme je n'avais rien à faire d'autre, j'ai demandé à Metz si ça ne la dérangeait pas que je lui parle. Qui était-elle, au fait? Comment avait-elle atterri dans cette cabane paumée en plein milieu d'un pays gadjoun? Elle n'avait pas d'accent, et comment savait-elle autant sur le métier de pilote? Je commençais lentement à remettre le puzzle en place, à comprendre d'où elle sortait. Metz m'a dit qu'on se materait un épisode de The View plus tard. Pour l'instant, il fallait que je dorme et que je fasse mon rapport à l'aube. J'ai senti les Health faire effort entre rapport et A. Je dormais déjà à aube. J'ai dormi d'un trait. Il faisait déjà jour quand j'ai ouvert les yeux. J'avais rêvé de Zach, évidemment. Ses gémissements résonnaient encore dans ma tête quand je me suis réveillée. Puis j'ai regardé en bas. Ça n'était pas un rêve. Il devait y en avoir au moins une centaine autour de l'arbre. Ils grouillaient tous autour du tronc, essayant de se grimper les uns sur les autres pour m'atteindre. Heureusement, le sol n'était pas assez ferme pour ça. Je n'avais pas suffisamment de munitions pour les descendre tous. Et de toute façon, il en arriverait d'autres, le temps que je les abatte. Il était temps de faire ma valise et d'opter pour mon plan d'urgence. Vous vous étiez préparé à cette situation? Pas vraiment préparé, mais on nous avait entraînés à agir correctement dans ce cas de figure. Ça ressemble beaucoup à un saut en parachute. Vous choisissez avec soin la zone d'atterrissage, vous roulez sur vous-même, vous vous relevez et vous décampez vite fait. L'idée, c'est de mettre un maximum de distance entre vous et vos adversaires. On court plus ou moins vite. On essaie de marcher rapidement. Oui, on vous enseigne à ne pas négliger cette douce alternative. Encore une fois, le but est de prendre suffisamment le large pour envisager sereinement la suite des événements. D'après ma carte, Lydis était assez proche pour que je l'atteigne en courant. Là, un hélico me repérerait et viendrait me récupérer, avant que tous ces sacs à merde me rattrapent. J'ai allumé la radio, expliqué la situation à Metz, et je lui ai demandé de prévenir les autres pour une exfiltration immédiate. Elle m'a répondu de faire attention. Je me suis ramassée sur moi-même, j'ai sauté et je me suis fracassé la cheville contre un rocher. Je suis tombée dans la flotte, tête la première. C'est ça qui m'a empêché de m'évanouir sous le coup de la douleur. J'en suis sortie en toussant, à moitié noyée, et la première chose que j'ai vue, c'était les zombies qui s'approchaient de moi. Metz a dû se rendre compte
que quelque chose clochait. Peut-être qu'elle m'a demandé ce qui se passait, je ne sais plus. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'elle me hurlait de me lever et de courir. J'essayais de m'appuyer sur mon pied, mais un éclair de douleur m'a littéralement cisaillé. J'allais sans doute réussir à la surmonter, mais j'ai hurlé si fort qu'elle a dû m'entendre à travers la fenêtre de sa cabane. « Dégage !» beuglait-elle. « Maintenant !» J'ai commencé à clopiner tant bien que mal, à patauger dans les marais avec 100 G au cul. De loin, ça a dû être super drôle, cette course à pied frénétique entre handicapés. Metz hurlait. « Si tu peux parler, tu peux courir. Cette os ne supporte pas le poids du corps. Tu vas y arriver. Mais ça fait mal. » Je lui ai vraiment dit ça, vous vous rendez compte? Je lui ai dit, avec des litres de larmes qui me ruisselaient sur le visage. Et Zach derrière moi qui gémissait pour avoir son petit déjeuner. J'ai fini par atteindre l'autoroute qui surplombait les marais comme un aqueduc romain, relativement sûr. Metz avait vu juste. Mais ni elle, ni moi n'avions tenu compte de ma blessure ou de mes poursuivants. Il n'y avait aucune voie d'accès direct. J'ai dû boiter le long d'une petite entrée adjacente que Metz m'avait conseillé d'éviter la veille. Et en m'approchant, je voyais très bien pourquoi. Les épaves de voitures rouillées s'entassaient par centaines, et au moins une dizaine abritaient un G coincé à l'intérieur. Ils m'ont repéré et ils ont commencé à gémir. Le son a dû porter sur plusieurs kilomètres dans toutes les directions. Metz a crié « Ne te préoccupe pas de ça! Grimpe sur l'autoroute et fais gaffe aux crampons !» Aux crampons? Ceux qui peuvent vous atteindre à travers une vitre brisée. Sur la route, j'avais eu une chance de les éviter, mais sur la rampe d'accès, il y avait des voitures partout. Ces quelques minutes passées à tenter de rejoindre l'autoroute ont été les pires de mon existence, de très loin. Il fallait que je slalome entre les voitures. Ma cheville m'empêchait de grimper dessus, et des mains pourries jaillissaient de temps en temps pour attraper ma combinaison de vol ou mes poignets. Chaque fois que je leur tirais une balle dans la tête, je perdais un temps précieux. Déjà que la pente me ralentissait, ma cheville palpitait, j'avais mal aux poumons et les zombies commençaient à me rattraper. S'il n'y avait pas eu Metz, elle m'a gueulé dessus sans s'arrêter une seconde. « Remue-toi, salope !» Elle était du genre plutôt vulgaire. « T'as pas intérêt à me lâcher, connasse !» C'est elle qui ne m'a pas lâché. Pas un instant. « Quittez, pauvre conne ! Encore une putain de victime ? Encore à gémir ?» Honnêtement, à cet instant, je pensais l'être. Je voyais bien que je n'y arriverais jamais. L'épuisement, la douleur, et plus que tout, je crois, la colère d'avoir tout gâché. J'ai même envisagé de retourner mon arme contre moi, de me punir pour... Vous voyez. Et puis Metz m'a vraiment remué. Elle m'a hurlé. « Mais quittez ! T'es comme ta putain de mère !» Ça a marché. J'ai fini par me traîner jusqu'à l'autoroute. Je l'ai signalé à Metz, puis je lui ai demandé « Et maintenant, je fais quoi, bordel ?» Soudain, sa voix est redevenue très douce. Elle m'a dit de regarder au-dessus de moi. On distinguait dans la lumière du matin un point noir qui suivait l'autoroute. Très vite, j'ai réalisé que c'était un UH-60. J'ai soupiré un grand coup et j'ai lancé une fusée de détresse. La première chose que j'ai remarquée quand ils m'ont hissé à bord, c'est qu'il s'agissait d'un appareil civil, pas d'une équipe de secours gouvernementale. Le commandant était un grand Cajun, avec un goitre épais et des lunettes de glacier. Il m'a demandé « Mais d'où vous sortez, bordel ?» Vous me pardonnerez de ne pas imiter l'accent. J'ai failli pleurer, et je lui ai balancé un coup de poing dans son énorme biceps. J'ai éclaté de rire, et je les ai félicités de leur célérité. Il m'a regardé sans comprendre. En fait, ça n'était pas du tout une équipe de secours.
Juste un vol de routine entre Bâton Rouge et Lafayette. Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai appelé Metz pour lui dire qu'on venait de me récupérer, que j'étais saine et sauve désormais. Je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle avait fait pour moi et je n'allais pas me mettre à pleurnicher. Alors j'ai lancé une vanne à propos de cet épisode de The View que j'allais enfin voir. Elle n'a jamais répondu. C'était une super Skywatcher. C'était une super fille. Vous disiez avoir des soupçons, non? Aucun civil, pas même un Skywatcher expérimenté, ne peut en savoir autant sur l'armée de l'air. Elle pigeait trop de choses. Elle était trop bien informée. Le genre de connaissances qu'on ne peut acquérir qu'en suivant un entraînement rigoureux. Donc, c'était une pilote, elle aussi? Évidemment, mais pas de l'Air Force. Je l'aurais rencontrée. Peut-être chez les Marines ou dans l'aéronaval. Ils avaient perdu autant de pilotes que l'Air Force dans des missions de ravitaillement comme la mienne. Et 8 fois sur 10, sans aucune explication. Je suis sûre qu'elle avait dû vivre la même chose que moi, qu'elle avait dû s'éjecter, abandonner son équipage et peut-être culpabiliser elle aussi. Elle avait réussi à décoter cette cabane et elle avait passé le reste de la guerre à jouer les Super Skywatchers. Sans aucun doute. Oui, hein. Un moment de silence assez gênant. Je la regarde en attendant la suite. Quoi? Ils ne l'ont jamais identifiée? Non. Ni elle, ni sa cabane? Non. Et Honolulu n'a jamais entendu parler d'une Skywatcher du nom de Metz Fan? Vous vous êtes bien renseigné? Je suppose que vous avez lu mon rapport, pas vrai? Oui, en effet. Et l'évaluation psy qu'ils m'ont collée après le débriefing officiel. Eh bien, c'est des conneries, ok? Qu'est-ce que ça peut bien foutre si toutes ces informations qu'elle m'a transmises m'avaient déjà été données avant le vol? Qu'est-ce que ça peut foutre si les psys précisent que ma radio était brisée avant même que j'atterrisse? Eh, bordel de merde! Qu'est-ce que ça peut foutre que Metz soit le diminutif de Métis, la mère d'Athéna, cette déesse grecque aux yeux gris tempête? Oh, je sais, les psys se sont bien branlés là-dessus, surtout quand ils ont découvert que ma mère avait grandi dans le Bronx. Et cette remarque sur votre mère? Putain, mais qui n'a jamais eu de problème avec sa mère? Si Metz était bel et bien pilote, alors elle savait bluffer. Elle savait très bien qu'elle avait de bonnes chances de marquer un point avec maman. Elle connaissait les risques. Elle a tenté le coup. Écoutez, s'ils croient vraiment que je vais péter les plombs, pourquoi ils m'ont pas sucré ma licence de pilote, hein? Pourquoi ils m'ont donné ce boulot? Peut-être qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans un avion. Peut-être qu'elle avait un mari pilote. Peut-être qu'elle voulait en devenir un, mais qu'elle n'avait pas réussi l'examen. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être que ce n'était qu'une petite voix solitaire et effrayée, qui a fait tout ce qu'elle a pu pour empêcher une autre petite voix solitaire et effrayée de finir comme elle. Qu'est-ce que ça peut foutre, merde? Elle était là quand il le fallait, et elle restera avec moi toute ma vie.